Tu connais l'histoire de Pierre Gagnard? C'est énorme. On m'appelle pour faire un talk sur le management. Vous parliez des expériences, machin. Je dis, ben, vous voyez, la situation que je retiens, c'est Pierre Gagnard. Ils me disent pourquoi. Je dis parce que chez Pierre Gagnard, à un moment, j'avais mon vélo, je bossais 6 jours sur 7, on était comme des chiens, on allait tous les jours. Enfin, c'était vraiment vénère. Et je garais mon vélo devant l'entrée du staff. Et un jour, je sors, on doit être 15 décembre. Je sors et le vélo, les gens, ils l'ont plié à coups de pied. Il est complètement tordu, quoi. Donc, je défais le cadenas, je le chope dans l'épaule, je rentre chez moi, j'arrive chez moi, il est 3 h du matin. Le lendemain, je vais être en cuisine à 6 h. J'arrive à 6 h 25 parce que je prends le métro et je ne connaissais pas le trajet. Et j'arrive en retard. Thierry, mes chez nous, me met une énorme branlée. Je suis trop mal, vraiment trop mal. Je rentre chez moi, ma mère m'appelle. Moi, je suis en larmes. Putain, fais chier, je lui raconte l'histoire. Je dis que mon vélo est pété. Je raccroche et je sais pas, quelques jours se passent et je suis en train de bosser le matin chez Pierre Gagnère. Il est 11 h et la Gagnère qui rentre en cuisine. Les gars, c'est qui le Colombien? Je fais merde. Je vais me faire virer, j'étais en retard. On va me dégager. C'est moi, chef. À 15 h, je vais te voir au bureau. 15 h, je vais au bureau, j'arrive et là. Gagnard qui est dans son bureau, qui descend ses lunettes comme ça, qui me regarde et qui dit c'est qui Jeannette? Et je dis putain, comment il connaît le nom de ma mère? Bah c'est ma mère, chef. Elle m'a envoyé un mail. Et je dis quoi? Comment ça? Mec, ma mère a été sur www.pierregagnard.com, contact@pierregagnard, elle a envoyé un mail. Bonjour chef, moi petit fils gentil, amour de ma vie. S'il te plaît, lui, vélo cassé, toi pas fâché avec lui, je t'aime, bisous, je t'aime, gros bisous, Jeannette. La maman. Ma mère envoie un mail à Pierre Gagnère. C'est magique. Gagnère, c'est quoi cette histoire du vélo? Je dis chef, on m'a pété le vélo et du coup, c'est mon seul moyen de transport. Je suis stagiaire chez vous, je gagne 500 balles par mois. J'étais un peu dans la merde, donc j'étais en retard, mais vous inquiétez pas, je vais me déborder. Arrête, ça coûte combien ton vélo? Je l'avais acheté 50 balles, tu sais, un truc de... J'ai dit, je l'ai acheté 50 €. Il me fait, t'es con toi? Il me fait 300 balles. Il me dit, il y a Decathlon avenue Wagram, tu t'achètes un vélo et t'arrêtes de faire chier. Magique. Et j'ai été, Pierre Gagnère, il savait même pas qui j'étais. Et il m'a acheté un vélo. Ma mère, elle a été quand même exceptionnelle. Ouais. Et ce que je disais au top management de la VNP, c'est qu'on s'en fout des moyens, on s'en fout de la table en marbre, on s'en fout de la taille de la brigade. En fait, ce que nous, on retient, c'est les humains. C'est les actions de l'homme qui vont faire que tu l'oublieras jamais. Et moi, Pierre Gagnère, je l'oublierai jamais. Et c'est grâce à ce geste-là, tu vois, pour lui, ce geste-là était un geste infime, mais pour moi, c'était le geste ultime qui m'a marqué au fer pour jamais l'oublier. Hola, hermano. Qu'est-ce qu'il dit, Bradalou? À l'angle droit, évidemment, toujours le cuillère à la main prêt à goûter, Juan Arbeláez. En fait, je dis trop de conneries, il Non, n'était non, pas non. vrai. Côté faux. Là, regarde. Ah oui, bien grillé. C'est beau les colliers comme ça, non? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est dingo. J'ai amené la Romane Conti de la Géorgie. Désaccord réussi, Juan Arbeláez, tu as relevé le défi. Félicitations. Santat. Santat. Et dis donc, c'est des accords réussis, mais ouais, mais enfin, jamais on n'aurait cru que ça marcherait quand même. T'avais des doutes? Sur toi, non, mais après, je me dis, tu vois, voilà, un petit raté, un échec. Et tu vois, c'est assez drôle parce qu'il y a juste là sur les réseaux, tu as posté il y a quelques jours, est-ce que... Oui, que le succès est une addition ou un additionnement d'échecs, ouais. Mais justement, est-ce que toi, dans ta vie pro, mais même aussi perso, des échecs que t'ont fait grandir, t'ont aidé, t'ont accompagné, ouais. C'est bien d'entendre des mecs comme toi en parler des fois aussi, tu vois, parce qu'on ne fait pas que toujours des succès, quoi. Mais ça, c'est un truc très français, de souvent cacher un peu les échecs, les problèmes, quand ça va un peu mal, on nettoie un peu le linge sale à la maison, on est vivons cachés, vivons heureux, tu vois, il y a toute une culture autour de ce fait de rester un peu recroquevillé sur soi-même. Nous, on a une grosse influence
en Colombie, en Amérique latine, des États-Unis. Et la culture anglo-saxonne, en général, quand il y a un échec, c'est qu'ils le partagent pour éviter que les autres fassent la même erreur. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais quand tu écoutes Jeff Bezos, quand tu écoutes... alors, c'est peut-être pas les hommes les plus sympathiques de la planète, mais c'est des grands succès. Oui, quand tu écoutes les grands succès américains, souvent, ils disent... Pardon, c'est moi. C'est ma mère qui envoie des messages de WhatsApp. C'est pas, mais ma mère est derrière les caméras, vous l'entendez. C'est pas cette Pradal qui rigole. C'est la mère qui est dans le père qui rit comme ça. Et souvent dans les histoires, moi j'adore regarder je regarde beaucoup de TED Talk. J'aime bien écouter les gens qui ont des histoires particulières. Et souvent, ils te racontent leurs échecs. Souvent, ils se sont ramassés. Ils se sont fait souvent aidé par quelqu'un au moment de l'échec. Tu vois, il n'y a pas la même mentalité parce que aux États-Unis, quand tu te plantes, les gens ils te suivent. Tu vois, limite, c'est écrit sur ton CV. Ouais. Si c'est sur ton CV, limite, c'est bien. On te dit, waouh, t'as déjà échoué, c'est cool. T'as de l'expérience. Ouais. En France, tu vois, t'as 5000 balles de découvert ou t'as un resto que t'as vendu. Hein, c'est pas que tu l'as loupé, mais tu l'as vendu. Et ça commence à être déjà des alertes sur ton historique un peu bancaire. Donc je trouve que culturellement, il y a un truc de peur de dire quand on a merdé, quand on a commis une erreur, quand on a des échecs, et je trouve ça un peu dommage. Mais tu le sens, hein, que tu sois restaurateur, tu vois un resto, les gens, c'est la deuxième ou troisième fois qu'ils sortent au resto, ils passent un moment sympa, mais bon, la serveuse, elle vient de se faire quitter par son copain, il fait chaud dans la salle, il y a le cuisinier qui envoie 5 minutes en retard les plats, et tu te retrouves avec 2 étoiles et un commentaire de guide gastronomique de cette taille-là. Donc moi, j'ai commencé à parler de l'échec depuis quelques années maintenant, parce que j'aime bien. J'ai parlé de Top Chef, j'ai parlé de quelques associations qui n'ont pas forcément réussi, parce que j'ai envie aussi de démocratiser le fait de parler des moments qui sont un peu durs, quoi. C'est bien que tu en parles. Ah oui, non, mais parce que moi j'ai échoué plein de fois déjà, puis c'est ce qui fait le bonhomme que je suis, puis tu juges moins les autres aussi, je pense, quand tu as échoué toi-même aussi. Oui, enfin, j'ai fait un podcast, tu vois, il y a un mois, où je parle de Top Chef, et en 2012, on était 14 à Top Chef, je finis 10e. Donc je fais que 4 primes, 4 émissions. Ouais. En vrai, pour l'histoire d'un cuisinier, c'est catastrophique. Enfin, ah ouais bah oui, tu finis 10e sur 14. Mais 14 qui sont, c'est déjà des cannes, non? Oui, mais tu vas pour gagner, oui, c'est ça. Regarde, tu as 23 ans, je suis très jeune, j'ai cette culture de il faut cacher, il ne faut pas le dire. Ça fait 4 ans ou 5 ans que je suis en France. Tu vois, j'ai déjà cette pression de il ne faut pas que ça se sache. Tu vois, je cache mon échec, je cache ma déception, je cache ma tristesse, j'essaye presque de faire oublier, d'enterrer le côté Top Chef. Alors qu'en vrai, c'est la première fois, moi j'arrive à Top Chef en sentant que j'étais le plus fort, le plus grand, le plus puissant, le meilleur cuisinier, le plus rapide. Et Top Chef me met une énorme claque. Ah ouais, moi je tombe vraiment de très haut, je me dis mais mec, t'es une merde. En vrai, t'es qu'une merde. Et finalement, cet échec, c'est celui qui me dit, t'as encore plein de choses à apprendre, il faut que tu te mettes replace la tête sur les épaules, retouche un peu la terre. D'humilité aussi, c'est ça. Ouais, il faut que tu te remettes un peu dedans. Et tu vois, je rencontre Denis Imbroisi, chef italien qui a plusieurs restos, à Top Chef, qui est devenu un de mes meilleurs amis. Et moi, j'avais ce truc très négatif de putain, on l'a perdu, on s'est loupé, Et lui, il avait le côté plus, mec, regarde le côté bien, le côté positif, le côté va un peu de l'avant, il m'a beaucoup aidé. Mon histoire avec Top Chef, c'est pas une histoire particulière. Parce que je ne suis pas le pire, je ne suis pas le meilleur, je suis 10e entre 14, j'aurais pu vivre ça comme un vrai échec et me planter et aller me cacher dans un coin et plus jamais rien faire. Tu vois, en vrai, Top Chef, ce qui est intéressant, c'est comment tu vis ta vie une fois que le truc est diffusé et comment cet échec, si tu ne le gagnes pas, tu le transformes. Tu as transformé comment? C'est quoi l'essai d'après? Tu as marqué, c'est quoi le truc? Après, c'est le resto que tu as monté. Tu avais déjà le resto là ou pas encore à Bologne? J'ai rencontré Jean Ambert pendant Top Chef et je suis chef de son resto pendant 1 an. Et c'est une expérience qui est hyper cool et enrichissante, mais je suis un peu planqué. Mais je rencontre mon premier associé du coup dans ce resto, qui avait un resto à Boulogne. Plancha, Enrique Solano, et qui est en train de couler son resto. Pareil, il était en plein échec. Moi, je n'étais pas forcément heureux. On a chopé ce resto qui est loin de la caserne, loin des métros. Enfin, c'est une caserne de pompiers, sans licence 4, enfin un truc un peu galère. Et puis loin des yeux aussi, un peu. Toi, c'est marrant. C'est comme si vraiment tu avais besoin pendant un moment d'être dans la cuisine de Jean Imbert, puis après ça, c'est drôle. C'est vraiment un moment, tu sais, de se mettre un peu. En retrait, peut-être, ouais. Ouais, réfléchir. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais après j'avais 2000 balles en poche, hein, donc avec 2000 € pour ouvrir un resto, tu vas pas sur les Champs-Élysées. Donc, non, tu peux. Sur la plage à Collioure, mais sinon, ça marche pas sinon. J'ai trouvé rue Gallieni à Boulogne-Billancourt et
Et pour le coup, c'est une aventure que j'ai super bien vécue. On a passé juin, juillet, août à faire 2 couverts par service. C'était vraiment une hécatombe. Et au mois de septembre, il y a 2 personnes qui rentrent, qui mangent une terrine de cochon, joue de cochon ibérique et poulpe, avec une sauce au chipotle, ouais. Ils partent, ils sont très contents. Il s'avère que le mec, il écrivait pour le blog de Boulogne. Et il a mis un article 3 jours après, le téléphone commence à sonner. Et ça fait 11 ans que j'ai plein de chats et qui ne désemplient pas et qui tournent toujours. Donc cet échec de Top Chef m'a donné la force pour rebondir plus fort. Ouais. T'as des gens qui t'ont vu, Oui. tu vois, t'as quand même des gens qui t'ont vu et qui ont sûrement apprécié. Bon, là, je vois tout calme là, chut, on allume la caméra, boum, ça y est, c'est parti. 3 conneries à la seconde, je me dis qu'à la télé, peut-être t'étais un peu plus. L'histoire de la caméra, quand j'ai fait Top Chef, j'étais nullissime et nul à chier. J'envoyais chier tout le monde et je ne savais pas faire. C'est quelque chose et c'est un exercice que j'ai appris à faire avec un peu de temps. Parce qu'après, j'ai bossé avec Stéphane Bern, j'ai fait Dans la peau d'un chef, j'ai fait des trucs avec Johan Comte, on a fait Objectif Top Chef. C'est génial. J'ai fait avec Julien Duboué Cuisine Impossible. Avec qui? Avec un inculé. Ah oui. Là, je comprends mieux. Les saucisses à la messe, je vois. Comment, ouais. Avec Julien Duboué, cuisinier Lando Basque quand ça lui arrange. J'ai fait le quotidien avec Yann Barthès pendant 1 an et demi. J'ai fait. Et comment t'as fait alors pour transformer ça là? Je pense qu'il y a. C'est pas forcément le succès parce que j'avais pas réussi des choses pour qu'on me propose des émissions. Je pense qu'il y a le capital sympathie. Je pense que quand tu as quelqu'un qui rigole tout le temps, qui est sympa, qui dit bonjour à la personne qui te sert le café, au patron de la boîte, tu finis par toucher les gens. Et moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai été élevé dans une famille qui est pleine d'amour, qui n'était pas riche, qui n'était pas pauvre, d'un milieu dans lequel on savait la valeur des choses. Et moi, le fait d'être à Paris, de pouvoir vivre dans mon métier et côtoyer des gens qui étaient aussi inspirants et intéressants qu'à Top Chef ou autre, je mesurais la chance. Donc je pense que la joie de vivre se retranscrit et que les gens l'ont senti. Et puis il y a la partie aussi leadership, parce que je te dis, pour le coup, moi je t'ai pas beaucoup vu regarder et tout à la télé ou quoi. Mais quand on était avec Guy Savoy, ouais, ça a parlé de toi à un moment donné. Ouais, mais Juju Kande, ton voisin, a parlé de toi ouais, aussi. Tout le monde. C'est vrai. Mais c'est intéressant ce qu'il a dit, Guy Savoy, je trouve. Il a parlé de toi plus sous l'angle leadership. Tu vois, celui capable de prendre les choses en main et de faire avancer un truc quand à un moment donné ça bloque. Parce que Guy Savoy, pour lui, une grosse partie de sa réussite, en fait, c'est ça, c'est le fait d'arriver à amener des gens quelque part, quoi, tu vois. Et en fait, il disait que toi, tu avais ce talent-là, ce truc-là en toi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est marrant parce que à la base, je suis un grand timide. Je me souviens de la première présentation que je fais devant 300 personnes ou la première démo de cuisine. Et j'avais envie de me chier dessus, quoi. Mais ça se travaille. Finalement, tu vois, la peur, c'est comme la course à pied, comme la natation, comme la cuisine. C'est quelque chose que tu travailles, tu t'entraînes, et finalement, comme la caméra. Guy Savoy, quand tu me dis que Guy Savoy dit ça, je suis presque étonné. Enfin, mais c'est vrai qu'on a vécu un truc dans lequel j'ai dû les prendre tous par les bouliches et les amener parce que je témoigne. Ils étaient. On a vécu un moment particulier, c'est pour ça qu'il le dit. Aujourd'hui, c'est sûr et certain, je n'ai aucun souci à prendre un peu la parole, prendre l'initiative que les choses réussissent. Et tu pars en vacances avec moi, ou tu bosses avec moi, ou tu fais... Je prends de la place, des fois trop, des fois trop de place. Parce que je ne sais pas si c'est une revanche d'enfance et que maintenant que j'arrive à maîtriser cette peur peut-être qui était viscérale. Et qui est devenue une énergie. Pour le coup, tu vois, ouais. Parce que moi j'avais ça. Alors pour le coup, j'ai beaucoup moins de charisme que toi, c'est une évidence. Mais toi, tu as vraiment réussi. Non, mais toi, tu as vraiment réussi. Arrête de dire des phrases comme ça parce que je vais te dire que je t'aime, voilà. que tu es exceptionnel. C'est ça que je veux entendre en fait. Non. Et surtout que c'est exceptionnel. Il y a 2 mots qu'à chaque fois, même moi, tu vois, qui suis amoureux de ma femme éperdument, à chaque fois qu'il dit exceptionnel et saucé, le vigneron, j'ai une demi-molle, je ne peux pas m'empêcher. Et chesso. Et chesso, les 3 mots, j'avais oublié. C'est tellement sexy. Non, mais tu vois, en fait, c'est que. C'est trop beau, honnêtement. T'as pas une demi-molle, mon gars? Le petit accent, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, moi, quand j'étais pec, en fait, j'ai jamais eu confiance en moi. Et à un moment, quoi, et voilà, je rougissais, je piquais des phares. Et à un moment, c'est devenu, en fait, une force, tu vois, une telle tension, une telle peur, quoi, qu'en fait, cette peur, tu as parlé devant la première fois 300 personnes, qu'en fait, ça devient. Wouah, ça sort, quoi. C'est ça, en fait. Oui, je pense que. Il y a quelqu'un du restaurant ici? Ouais, dites-moi. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. J'ai réservé une table ce soir. Oui. Et au lieu de 4, on ne sera que 2. Et c'est à quel nom? Au nom de Gufflet. Gufflet, au lieu de 4, vous serez 2. C'est en haut, hein. Gufflet, au nom de 4, on est 2. C'est noté, on vous attend. C'est noté. Voilà, on sera 4 au lieu de 2? 2 ou 4. Ah merde, c'est pas bon pour le business. C'est pas bon, mais on reviendra 2 fois. Ah, parfait. Vous voyez?
Impeccable, c'est noté, monsieur. Merci, à tout à l'heure. Au revoir, excusez-nous. Hein. Ouais. Voilà, donc là, on vient de voir l'exemple. Voilà. Mais bon. Non, c'est magique. Non, ça, on vient de voir l'exemple du gars qui maîtrise. Salut, tu vas voir le mec Bonnard dont tu parlais tout à l'heure. Le gars, ouais, salut, qu'est-ce qu'il y a? Pas de problème et tout. Là, je note, allez. Non, mais c'est typique. Mais là, c'est un bon. Moi, je me suis rendu compte que j'ai une position qui est particulière parce que j'ai 25, 26, 27 ans au début, quand on commence à avoir plusieurs restos. Des fois, je suis plus jeune que les gars qui tiennent mes restos. Et pour que ces gens-là te respectent quand tu n'es pas là, c'est quand même une galère. Donc, moi, j'arrivais, je me mettais en cuisine avec tous les gars, je prenais le poste de tout le monde et je leur montrais que j'arrivais à faire comme eux ou mieux. Moi, ça me fait penser à deux trucs. Le premier, c'est je pense quand même que les progressions comme ça, elles sont faites de moments qui te prouvent, tu vois, que tu es capable. Il y a plein de moments, tu vois. Quand j'ai ouvert Plancha, on était 2 en cuisine, ils étaient 2 en salle et on faisait 160 couverts avec un ticket moyen à 65 ou 70 €. On ne l'a plus jamais refait à Plancha depuis que je suis parti et les gens qui sont arrivés à Plancha, ils connaissent cette histoire. Ça, c'est des choses qui inspiraient les gens. Il y a un truc à la con, mais tu vois, on part avec Eric Hospital, on ne se connaît pas très bien. Eric Hospital, c'est un producteur de cochons dans le sud-ouest. On part au Maroc et on ne se connaissait pas si bien que ça. On débarque là-bas et là, à un moment, on rentre en cuisine, on devait faire un repas tous les deux. Et on rentre en cuisine, on demande ils sont où les commis. On est au Maroc, les mecs ils sont un peu en freestyle, ils s'en foutaient, ils ne voulaient pas bosser et il n'y avait personne finalement. Donc ils nous disent ok, il n'y a personne, il faut que vous vous démerdiez. Ok, mais où est la cam? Alors, la chambre froide. Bah, parfait, bon, bah, on ouvre la chambre froide, tout est éteint, on est dans une cuisine, dans un sous-sol, le truc un peu merdique. Et là, je chope toute la bouffe et je dis, bon, bah fuck, va falloir se démerder, il faut se démerder. Je dis à Houchpi, bon, viens, donne-moi un coup de main, on met tout là-haut. Il me dit, mais tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là-haut? Je lui fais, c'est vraiment confiance, viens. On a monté une table au milieu d'un terrain de pétanque et de volley qu'il y avait au milieu. J'ai fait un feu de bois au milieu. J'ai trouvé 2 portes qui étaient pétées, j'ai mis des barres à travers comme ça tout au long. J'ai fait un barbecue géant. J'ai accroché des viandes à fumer pendant toute l'après-midi, il était 10 h du matin. J'ai charbonné jusqu'à 19 h, il m'a donné un coup de main, mais je te jure, il coupait, il me regardait comme ça faire, tu sais, comme ça dans un coin de l'œil. Le truc, il se finit, on l'a fait à bouffer pour 120 personnes, il y a des gens qui sont venus nous donner un coup de main parce qu'ils nous voyaient faire à bouffer, on a créé une ambiance qui était géniale. Les gens qui étaient là, c'était une compétition de surf, qui filmaient la compétition de surf, ont arrêté de filmer la compétition de surf pour venir filmer le barbecue, tellement c'était cool. Et à la fin, au Ch'pi, on a bu un canon et il est comme ça, il dit « Putain, t'es un vrai, toi. » Ouais, mais là, c'est gagné. Le compliment ultime. Et c'est des... J'étais pas à la recherche de ça, c'est dans ma nature de... Quand on est dans la merde, on serre un peu les coudes en fond, c'est peu importe la situation, l'endroit, la personne avec qui tu t'en branles. Moi, je baisse un peu la tête. Et on charbonne et on avance et puis... En fait, tu es un des mecs qui bosse le plus que je connaisse, tu es toujours en train de charbonner, tu viens de le dire. Et en fait, c'est pas difficile à gérer aujourd'hui, tu es devenu... Enfin, je veux dire, tu as des gens qui vont même dire, attends, aujourd'hui c'est le lifestyle de Juan, on va faire du sort, machin, mais en fait, tu es un vrai cuisinier, tu bosses tout le temps. On en parlait hier avec un autre chef cuisinier de ma génération, et je disais, en fait, le truc de toi, ou de Juju Duboué, ou de Denis Imbrosi, c'est qu'en fait, vous avez appris vous bossez beaucoup, et vous bossez en vous faisant plaisir. Chose que, ou notre génération, ou parce qu'on est judéo-chrétienne, on a encore ça trop enraciné, moi je me suis jamais permis en fait. Il y a 2 choses que tu dis qui sont un peu compliquées à vivre, que j'ai vécu de façon un peu compliquée. La première, c'est que pour rejoindre ce que toi tu disais, il y a souvent une phrase que j'entends qui est, bon, pour lui c'était un peu facile quoi. Les gens ils pensent que je suis français, que je suis né dans une famille riche, bien placée dans le 8e arrondissement, avec tous les contacts du monde et que j'ai jamais bossé, que j'avais mon cul posé dans une carrosse au nord et que tout était tracé. Alors que je viens de 8800 km, je suis arrivé dans un 13 mètres carrés, j'avais 600 balles pour vivre au début et que j'avais 4 tafs et j'ai toujours été heureux, j'ai toujours été passionné, j'ai toujours kiffé ce que je faisais. Donc j'ai jamais montré que c'était difficile. Tu sais, je me suis jamais plaint. J'ai jamais fait « mais ça me sentait mal au dos » ou « putain, je suis fatigué » ou « putain, c'est dur » ou « ça fait 2 mois que j'ai pas de week-end » ou ça fait... Je l'ai jamais dit parce que j'ai toujours adoré ce que je fais. Et du coup, j'ai payé un peu les conséquences de cette histoire d'être trop heureux. C'est que les gens en France se disent « mais c'est pas possible qu'il soit trop heureux. S'il est trop heureux, c'est qu'il bosse pas, quoi. » Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que quand il y a eu un peu de notoriété, il y a plein de choses qui rendent le fait de peut-être m'aimer difficile. C'est que oui, j'ai la chance de voyager grâce à mon taf, j'ai la chance de côtoyer des gens qui sont connus, inspirants, des acteurs, des sportifs, mais tout ça, c'est grâce au taf. Tu vois, je te donne l'exemple, juste les réseaux sociaux, Instagram. Poster une photo, alors j'ai envie de poster des choses qui sont taf de temps en temps et ça fait partie un peu du taf, mais Instagram n'est pas qu'un taf.
Instagram, c'est un réseau social dans lequel tu partages ce que tu as envie de partager. Moi, j'imagine pas l'Instagram d'un gynécologue s'il partageait son taf à longueur de journée. Tu vois, si le gynéco, il partage ses vacances dans le Pays Basque, il a le droit. Moi, je partage des recettes et en même temps, j'ai envie de partager les Jeux Olympiques, mes vacances en Grèce, les récoltes d'huile d'olive, les 50 ans de Seb, ma dégustation à Beaucastel avec Charles Perrin. Il y a des gens en face qui ne comprennent pas ça, qui se disent ce petit enculé de Colombien, il doit être dans une cuisine, ne pas bouger et faire que bosser. Ouais, mais tu sais quoi, il y a 400 000 personnes que tu inspires et peut-être 10 000 que tu énerves, je sais rien. Non, voilà, mais bon. En vrai, c'est très peu. J'ai de la chance d'avoir très peu de, comment on appelle ça, un hater, quelqu'un Des gens qui critiquent, quoi. Des gens qui critiquent, j'ai très peu. J'ai de la chance d'avoir très peu, mais des fois, c'est un peu difficile à vivre. Et en même temps, est-ce qu'il faut vraiment s'attarder dessus? Est-ce qu'il faut vraiment passer du temps? Moi, j'ai une Un réponse. doute des fois. Moi, j'ai une réponse, c'est qu'en fait, on n'arrive jamais là par hasard, quoi. Enfin, voilà, honnêtement, tu peux pas arriver à être un Juan Arbelaez ou Non, mais qui savoir dont parler. Je pense que ça remet pas en question ça. Je pense que. Non, mais c'est qu'en fait, il faut. Je pense qu'il faut être solide, effectivement. Il faut avoir un ego au bon sens du terme, construit et voilà. Si on peut Parce que retenir si un t'es fragile, truc, c'est que si Guy Savoie a des mots qui sont tendres envers toi, c'est pas par hasard. Voilà. C'est ça que je veux dire. Non, mais tu vois, c'est qu'en fait, t'es pas là par hasard. C'est qu'en fait, moi, je veux dire, c'est qu'en fait, tous les gens qui ont l'impression que ça arrive, tu vois, parce que t'es passé à la télé ou quoi, ben non, en fait, c'est des heures et des heures et des heures de travail. Il y a les Jeux Olympiques en ce moment, tu vois, c'est le mec qui fait marchand, pardon. Un mec ou une nana qui gagne, en l'occurrence, marchand, c'est des heures et des heures et même des ceux heures qui et gagnent des pas, heures dans c'est le bassin. leur secret. Et ceux qui gagnent pas, évidemment. Mais enfin, voilà, c'est des heures d'entraînement, tu penses plus à ce que tu fais, tu travailles, au bout d'un moment, bon, ça, la médaille d'or arrive. Et après, moi, en vrai, enfin, je vais pas mentir, c'est pas difficile de, et ça, je veux que ça soit très clair, c'est pas difficile d'arriver où je suis. Oui, il y a eu du travail, mais putain, j'adore ce que je fais, je kiffe ce que je fais. D'une certaine façon, pour moi, ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec vous, c'est du taf. On a fait une recette, on a passé un bon moment, on a bu un coup, on est filmé, ça fait partie du travail, mais chaque instant, je mesure encore une fois la chance que j'ai de pouvoir être dans ce pays, de pouvoir profiter de ce métier qui est absolument incroyable, dans lequel je peux croiser des gens qui sont extrêmement inspirants. Et je parle, toi je ne te connais pas, mais je vais apprendre à te connaître et sûrement on va s'aimer. On va s'aimer Sur une toile. Mais Seb, et j'ai une grande admiration pour toi, mais j'ai aussi une énorme gratitude parce que mon univers viticole aujourd'hui et l'univers du vin que j'ai réussi aujourd'hui à connaître, à découvrir, à m'accrocher, c'est beaucoup grâce aux portes que toi tu as ouvertes. On a été voir Jean-Louis Chave ensemble, Lafont, Dominique Lafont. En Bourgogne, on a fait Griveaux, on a fait Bise, on a fait Duclos, on a fait, enfin bref, tous les Beaucastel, les Perrins, c'est toi qui me les présentes. Donc, Daguenot, exactement, Benjamin Daguenot. Donc il y a une énorme gratitude et tu vois, pour moi, ça fait partie du taf et en même temps, j'ai l'impression de grandir, j'ai l'impression de me nourrir de chaque instant, même si c'est du taf. Ouais, mais après, tu vois, chaque moment que tu vis, voilà, comme si c'était une bénédiction, tu vois, tous les gens chez qui moi je l'amène, ou les gens l'amènent en général, ou qui le rencontrent en fait, ben, tu vois, voilà, il est toujours humble, il arrive toujours avec un canon ou un machin à la personne. En fait, tu vois, aussi, il y a ça, c'est que les gens, moi déjà, je te prenais pas partout si tu me faisais chier en fait, quoi. C'est hyper intéressant, je pense, cette histoire de penser à l'échec et au succès. C'est hyper intéressant parce que derrière un monsieur comme Guy Savoie, moi j'ai une admiration pour ce qu'il a fait. Quand il a perdu sa 3e étoile, je crois qu'il a été encore plus fort que quand il a gagné sa 3e étoile. C'était tellement puissant ce qu'il a réussi à faire. C'est un mec d'une extrême intelligence et ça, je le salue parce que c'est un gars qui réussit à transformer les échecs en succès. J'ai un énorme respect pour un monsieur comme Pierre Gagnère, tu vois, qui a tout perdu à Saint-Étienne et qui était au plus profond de l'échec et qui arrive à se reconstruire et rouvrir rue Balzac. J'ai bossé pour ce grand monsieur qui est extrêmement inspirant. Et l'énergie, du coup, donc c'est ceux qui quand même aident à rebondir. Il y a ta maman qui nous espionne depuis tout à l'heure dans le coin à droite là-bas. Donc on est obligé de parler un peu de Abuelo quand même, non? Que t'as mis dans ton restaurant, l'une des premières personnes qu'on voit et qui te voit toujours cuisiner tous les jours. Si je dois dire 2-3 mots sur Pito, c'est la force. Il a eu 6 enfants, il a été très dur et en même temps très généreux. Il avait cette générosité, il est grand passionné de cuisine. Ce que j'ai toujours admiré de lui et de ma mère, c'est que
Je viens d'une famille qui est nombreuse. Du côté de ma mère, ils sont 6 et du côté de mon père, ils sont 6 aussi. Chacun a eu des enfants, donc on est des cousins et des cousines, on doit être 40. Et les repas de famille, les anniversaires, les Noëls, on était vraiment 40-50 quoi. Donc il dit famille nombreuse, dit des nombreuses avis, nombreuses différences, dit avis politiques, avis sportifs. Donc t'imagines ce cirque, tu vois, avec 40 personnes, avec des avis différents, en train d'essayer de baragouiner et gueuler comme des mouettes. Celui qui parle le plus fort, quoi, c'est ça. Ouais, l'orgie, quoi. Et à un moment, il y avait le silence qui s'installait, comme quelque chose presque de religieux, et tout le monde s'est installé à table, et tout le monde était d'accord. Et ça, c'était grâce à la cuisine. Et ça, c'était grâce au plat de ma mère et au plat de mon grand-père. Et il y a cette magie. La table, c'était un endroit de paix où tout le monde était d'accord. Et en grandissant, enfin, quand j'ai 16, 17 ans, je me dis, mais le rêve, ça serait de pouvoir vivre de ce super pouvoir que ma mère et mon grand-père, ils ont. C'est beau. C'est pour ça que tu viens en France pour la cuisine. On a dû te parler, on a dû te poser cette question 150 000 fois. Ouais, à la base, alors mon grand-père était un grand passionné de la France. Ma mère également. Ma mère s'appelle Jeannette, Lucette. Et donc ma mère m'a mis dans une école française, au lycée français. Je me suis fait gentiment remercier en 6e parce que j'étais trop sage. Et du coup, j'ai fini dans une autre école, mais le français est resté. Et quand j'ai décidé de faire la cuisine, je me suis dit, j'ai le français. Quoi de mieux que la capitale de la gastronomie, la ville des Lumières, allons à Paris, quoi. Et j'ai réussi à décrocher, à trouver un boulot dans une école de cuisine qui s'appelle le Cordon Bleu. Et j'ai bossé là-bas pour... Et 15 piges après, tu cherchais, c'est quoi que tu cherchais justement le regard de ta maman? Moi, je sais qu'il y a des choses qui ont tracé ma vie, tu vois, de quand j'étais gamin, qui m'ont amené à un endroit, je le sais aujourd'hui. Je pense que le métier, le fait de faire ce métier était vraiment poussé et bouleversé par l'envie que je voyais dans mon grand-père et dans ma mère de cuisiner. Il y a toujours eu un feu allumé dans ses yeux quand ils étaient face à un piano, face à une casserole, face à une poêle en train de faire à manger pour les autres. Pour moi, la cuisine était et a toujours été un abandon de tout égoïsme, t'abandonnes tout l'ego pour te mettre au service des autres. La cuisine, c'est ça. Hein. Et ça m'a fait vibrer pour faire le métier. Maintenant, la France, je suis pas sûr que ça soit eux. La France, c'est moi. La France, je suis arrivé, je devais faire que 2 ans et non, je suis arrivé, je suis tombé fou amoureux de ce pays qui, en un an, tu manges un fromage différent par jour et tu manges jamais le même. Les domaines viticoles, tu vas te balader et tu ouvres des canons, tu découvres, même toi, ça fait combien de temps que tu es dans le vin? Ah oui, ça fait longtemps. Mais oui, tu continues aujourd'hui à découvrir des vins. Donc, encore aujourd'hui, grâce à toi. Et ce qui est génial, c'est que j'ai appris un savoir-faire qui est monstrueux, que ce soit le pain, que ce soit le fromage, que ce soit le vin, que ce soit dans tout. Il y a vraiment un attachement aux traditions, un attachement au savoir-faire et au savoir-faire qui moi, m'a subjugué. Est-ce que tu disais, la partie travail, c'est cool d'entendre ça, parce que c'est pas une idée des fois très populaire chez tout le monde, le travail qui peut être épanouissant, et le travail comme moyen de s'ouvrir des portes, de machin, tu vois, ça c'est un truc cool. Ouais, parce que l'artisanat est quand même un métier qui est difficile. Ouais. On le voit avec les agriculteurs, on le voit avec... même en restauration, enfin l'agriculteur encore. Oui, il y a des problèmes. La restauration, il y a des problèmes. C'est des métiers qui sont très très durs, qui ne sont pas tout le temps bien payés. Et c'est des métiers où tu n'as que la passion qui te tient. On a parlé du grand-père, de l'abuelo. Maintenant, on est obligé aussi de parler de tes meilleurs amis, parce que tu en as quelques-uns, on en a cité déjà, des frères Chancios, de Greg et PJ. Et ça me permet de parler du groupe Eleni, de vos 14 restos, mais surtout, comment tu vois la salle, comment tout à l'heure tu as dit que tu aimais bien aller en salle et tout, mais donc c'est beaucoup PJ qui s'occupe de ça aussi dans le Nord, et toi, dans les restos, de la salle, du staff, comment ça se passe, comment vous drivez, comment vous donnez l'énergie, comment... La salle, Jean Lassalle, hein. Comment c'est structuré? Alors Eleni, aujourd'hui on a de la chance, j'ai de la chance d'avoir 2 associés qui sont très différents à moi. Il y a Greg qui gère toute la partie, c'est un génie du chiffre. Et il passe ses vacances derrière un ordi en train de remplir des tableaux Excel et il adore ça. Et c'est vraiment, il est fou de ça et on a de la chance de l'avoir parce que sans lui, on serait que dalle. PJ est très fort sur la partie com, sur la partie market, sur la partie développement. C'est quelqu'un qui est un vrai leader et c'est quelqu'un surtout qui sait tenir l'énergie. C'est quelqu'un qui sait structurer, qui sait mettre des process. Et pareil, sans lui, on serait nulle part, donc on a beaucoup de chance de l'avoir. Aujourd'hui, il gère toute la partie des embauches, des RH, avec des directeurs des opérations. Moi, je suis un peu le côté, on tient les gens, inspiration, terrain, carte des vins,
ambiance et vraiment pur terrain. Et la salle, ouais. Moi, je suis énormément en contact avec les directeurs, avec les cuisiniers. Pour tout ce qui est chiffres, process, c'est PJ. Pour tout ce qui est service, c'est moi. En vrai, on bosse. Alors moi, il y a un truc qui est difficile pour les serveurs et les gens en salle, c'est qu'à un moment, on a enlevé la partie un peu passion, le côté sexy qu'il y avait en salle, en pensant que le serveur était presque un Fenwick, tu vois, qui était juste un porte-assiette ou qui était juste un runner. Pour moi, si je dois te donner une définition de ce qui est un serveur, pour moi, c'est un comédien. Tu vois, pour moi, le serveur est un acteur qui monte en scène à chaque fois qu'il sort en salle et qui va servir un client. Parce que en vrai, c'est le contact direct avec la personne qui est en train de vivre l'expérience. Donc, tu dois être un DiCaprio, un Brad Pitt, un Jean Dujardin. C'était vraiment un comédien qui sort en salle et qui est en train de donner à ses convives le moment qu'ils ont besoin de vivre. Et le plus compliqué de ça, c'est que toi et moi, on va aller au restaurant, on va aller à la recherche de quelque chose. Un truc de copains, de rigoler, lâcher des mots et des gros mots et des blagues un peu graveleuses et qui sont un peu limites. Mais à côté, il y a un gars avec sa mère qui est en train de discuter de sa vie. À côté, il y a quelqu'un qui est en deuil. À côté, il y a quelqu'un qui va demander en mariage. À côté, il y a quelqu'un qui est tout seul. Et là-bas, il y a un critique gastronomique. Et le mec, il doit s'inventer des scénarios différents en un service avec 10, 15, 20, 30 tables différentes. Et surtout dans tes concepts un peu de resto où on mange et on fait aussi un peu la fête, ils ont un rôle dans le fait, je pense, à un moment donné, de faire démarrer la soirée. On sait quand on fait des soirées chez nous, il y a des mecs, tu sais qu'à un moment donné, c'est eux qui vont, tu vois, que s'ils sont là, il faut que tu réussisses à avoir ces gens-là, peut-être, c'est aussi leur rôle, peut-être un petit peu. Bien sûr, il faut que tu te dises que quand tu as une bonne assiette, une bonne boisson, une bonne musique, c'est un tank d'essence qui est rempli. Mais le tank d'essence, si tu le gardes comme ça et que tu fais rien, il reste de l'essence. Il te faut une étincelle pour le faire partir et que ça explose. Et cette étincelle, souvent, c'est les serveurs qui arrivent vraiment à démarrer un peu cette énergie qui est un peu stagnante et dormante. C'est vraiment cette étincelle dont on a besoin pour partir. Ouais. Et après, il y a le côté économique. Moi, je regrette, tu vois, souvent qu'on ait arrêté je trouve qu'un des pires trucs qu'on a fait dans notre métier là, de serveur, je parle, puisque je suis qu'un humble serveur, c'est d'avoir arrêté le pourcentage, en fait. Qui quelque part, peut être, encore une fois, à la française, pris pour une enculade, quoi, parce que tu te dis, ouais, le mec, il va te vendre tout ce qu'il peut. Ben, en fait, va aux États-Unis, va au Mexique, va en Colombie, c'est peut-être pareil aussi, non? C'est au service, au pourcentage. Mais les mecs, ils ont le smile. Et en fait, quand le mec, il vient et qu'il te propose, toi, dans une brasserie à Paris, je vais toujours à Saint-Lazare, en face Saint-Lazare, chez Moulard, ils ont tous le sourire, ils viennent toujours, ils te proposent 10 fois le dessert, 10 fois le machin. Mais finalement, tu vois, je finis par le prendre et je sais qu'il va prendre un pourcentage, je m'en fous parce que le mec, il le fait bien. Et tu vois, en fait, je pense qu'au bout d'un moment aussi, on n'aurait jamais dû faire ça. En plus, c'est des trucs, c'est des cuts rapides à passer. Je pense que celui qui réussit à avoir les bonnes personnes pour le faire, tu le fais parce que même en tant que Français, quand tu vas aux États-Unis, effectivement, le premier resto, le deuxième resto, le troisième resto, ça fait un peu bizarre. Ouais, mais après. T'as l'impression que c'est faux et tout. Tu vois, tu réagis en français. Non, mais ouais, putain, c'est un peu faux et tout. Et en fait, au bout de 3 fois, 4 fois, tu l'oublies en fait. Ce côté, il est payé en grande partie par tes tips et tout. Et tu es centré sur tes sensations. Est-ce que tu passes un bon moment? Et c'est plaisant. Et en fait, tu passes un putain de bon moment quand tu as des mecs qui ont le smile et qui. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, on ferait des pourcentages sur la partie du service. On aurait beaucoup moins de soucis et on aurait des serveurs plus heureux et des serveuses plus heureuses et des clients plus heureux aussi. C'est peut-être un chemin alors. En parlant de passion, le vin. Tu sais que je suis arrivé, je devais avoir 600 € par mois. Je devais payer 400 ou 500 € de loyer. Il me restait 300 € ou 200 € pour vivre quand je suis arrivé. Et du coup, je faisais mes courses modestement au supermarché, quoi. Et j'ai fait mes calculs quand je faisais mes courses et quand je faisais tout. Si à la fin du mois, si je voulais pécho, tu vois, si je voulais, j'avais 7 €. Mais tout compris, quoi. Repas, vin, capote. Alors, 7 balles. Les secrets de Juan Arbelez. Non, mais 7 €. Faut être créatif. Ah ouais. Faut être beau. Faut être beau. C'est là où attends. Et c'est là qui est drôle. C'est là où j'ai découvert la petite ferme. La vieille ferme. Merci Charles Perrin, une fois de plus. Merci Charles Perrin. Ouais, c'était, je sais pas, mais je crois que c'était 5,60 ou je sais pas, à l'époque, c'était pas très cher. Ouais, il mangeait pas par contre. Mais du coup, non, ma passion pour le vin démarre avec la vieille ferme.
Pas pour le vin, mais pour autre chose. Tu t'es rendu compte que le vin pouvait être utile, on va Ouais, dire. c'est ça. Le vin comme un moyen et donc le vin comme... Non, mais, tu vois, ce qui est Comme il génial est fait. en France, c'est que finalement, quand tu as un peu de bouteille et et c'est le cas de le dire, quand tu commences un peu à comprendre le vin, tu tombes un peu moins dans le panneau. Mais moi, j'étais hyper heureux quand j'arrive en France d'aller chez Monoprix, chez Carrefour, et je cherchais, tu sais, le médaille de bronze, médaille d'argent. Et j'étais hyper content de péter ma bouteille, de faire... Derrière, j'ai eu la chance de croiser le chemin des gens qui étaient extrêmement inspirants dans le vin. J'avais un côté très vin étranger au début, parce qu'avec Plancha, il fallait que je me différencie un peu. Et du coup, j'ai fait beaucoup de pays du Nouveau Monde, Argentine, Chili, Uruguay, beaucoup de Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis. Petit à petit, j'ai eu la chance de découvrir des domaines viticoles français. J'ai rencontré Julien Duboué, qui a une énorme aussi passion pour le vin. On a fait des voyages monstrueux. On a fait la Corse, on a fait Patrimonio, on a été chez Gérard Courrèges. Courrèges. On a fait dégustation avec Vacelli, on a fait Dacno, Louis Benjamin, qui est devenu un copain aujourd'hui. On a eu la chance de visiter un des plus grands, Jean-Louis Chave. J'ai eu la chance de visiter Pétrus. J'ai eu la chance de faire la vallée du Rhône. On a fait un voyage exceptionnel où on a été chez Duclos, on a été les Gerins. Ah mais ça me fait plaisir, tu vois. Mais c'est ça, c'est les vignerons. C'est aussi Allez voir. j'ai eu- c'est les gens. J'ai C'est eu les gens. Jean-Michel, qui- j'ai oui. eu les enfants, j'ai eu Et allez voir les Michael. mecs. Allez Mais voir oui, les mecs. ouais. mais oui, mais c'est Ah, ça. c'est ça qui super m'a important. passionné. Mais Mais oui, toujours mais pareil, oui, c'est c'est le des compte gens- de contact des personnes qui C'est te des fait gens aussi. exceptionnels. Écoutez, Jean-Louis Chave parlait des ermitages blancs avec cette volaille à la crème et des champignons, et que toi tu lui dis, j'ai goûté un blanc chez toi, c'était un 76 ou 60, 76, ton année de naissance je crois. C'était, oui, c'est ça, ouais, non, 13, non, mais là, ça c'était 97 dont je parlais, mais c'est ça. 97, Ouais, ouais. Et qui va la qui rechercher. était bouchonné Ouais. chez, on dira À pas, Canroca. la Canroca. Ça arrive, c'est pas la faute de Canroca ni de Jean-Louis. hein. Mais eux, ils ont pas, chez Canroca, ils n'ont pas voulu la changer. Non. Ouais. Ça, et je leur ai renvoyé chez Canroca un chronopost pour dire voilà, ça c'est une bouteille qui n'est pas bouchonnée. Ouais, voilà. Tu l'as fait? Ah, j'ai fait, ouais, non, Ah, ça c'est l'histoire. beau. C'est qu'en Et ils ont dit quoi? Ils auraient dit, ils amènent la bouteille, en fait, j'avais déjà bu un petit peu avant, ils me servent le blanc, puis je dis, bah, il y a un truc qui va pas, bouchon et tout ça. Et le mec de sommelier me dit, alors, c'était pas Josep, c'était son assistant, il me dit, non, il n'y a pas. Je dis, bah, si. Et donc, il prend la bouteille, il me la facture. Moi, je rentre à la maison, je prends une bouteille de la cave, je la mets dans un chronopost, je mets un petit mot à Josep, je dis, voilà, tu goûteras un Jean-Louis Chave 97 blanc, pas bouchonné. Et c'est ça que je lui ai raconté, et donc il a ouvert la bouteille. Et là, tu as Jean-Louis Chave qui va dans la cave et qui prend une bouteille, qui nous partage ça. Et je me souviens qu'à un moment, je suis en train de goûter. Il parle de volaille, je me retourne. Et pour le coup, je ne l'ai jamais vu, je l'ai rarement vu pleurer. Et là, tu as Julien Duboué qui a une larme comme ça qui coule. Alors, je ne sais pas si c'est l'excès d'alcool. Non, parce que c'était le début, c'était un début de journée. Ah, l'émotion. Et c'est une émotion que tu vis qui est extrêmement puissante. C'est une expérience où tu as vite, quand tu es chez les vignerons, alors, bon, tu me cites des grands noms et tout, mais c'est pas le cas que des grands noms finalement, où tu vas sur le lieu de travail de quelqu'un et il prend le temps et tu ressens la passion. Et tu as une sensation d'exclusivité, d'être privilégié, qui arrive rapidement, je trouve, quand tu visites des vignerons. On l'a vécu à Collioure, tu vois, ils font un travail qui est génial parce qu'aujourd'hui, ils sont quelques domaines à avoir avec Claude Effet. Ouais. Il y a FX de Maison avec Dominique Laporte, ils sont 5 ou 6 vignerons et 5 ou 6 domaines à faire venir du monde pour faire connaître un peu la région et c'est vraiment génial. Et comme tu le dis, hein, il y a des domaines qui sont très connus, mais il y en a des plus petites et tu vois, moi je m'éclate, j'adore l'Alsace, tu vois, c'est souvent quand vous êtes là, j'ai une grosse collection, Albermann, Ostertag, je trouve que c'est des vins qui sont superbes. Je suis un grand passionné de champagne, j'adore. J'ai toujours été passionné du vin. J'ai bossé dedans, j'ai mis le nez dedans, je suis tout le temps en train de goûter, d'apprécier ça. Et grâce à ça, j'ai la chance de visiter des choses qui sont exceptionnelles. Donc c'est difficile de ne pas être passionné parce que c'est extrêmement puissant. Ce que j'ai réussi à vivre. Trop bien. Je crois que c'est le moment de faire notre questionnaire de fait, le questionnaire de Proust Pivot Lipton. Quel est ton mot préféré? Exceptionnel. Arrête, Mais j'ai le avec- demi-mot. Avec 3 S. Quel est le mot que tu détestes? C'est pas un mot, c'est un petit congloméré de mots. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu kiffes? L'amitié, Qu'est-ce qui t'agace? Qu'est-ce que tu détestes? les bonbons industriels, Quel est ton bruit préféré? quand ça claque. Non mais je parlais du champagne quand c'est la bouteille évidemment. qui s'ouvre. Évidemment. Là,
Eh oui. Quel est le bruit que tu détestes? Quand les portes se referment. Quel est ton juron, ton gros mot préféré? Chatte. Quel est... Pas un gros mot, hein. Non. C'est surtout, tu imagines le mec en train de cuisiner qui fait chatte. C'est ça, t'as pas chatte à la place de merde. Non, mais vous avez pas vu le père, Benoît Père? C'est quoi, Benoît? Ah oui, la chatte, la chatte. Ouais, c'est très drôle. Mon père qui C'est très gueule. drôle. C'est très C'est drôle. pour ça que je pense que c'est un gros mot, mais Quelle profession, si t'avais pas été cuisinier, t'aurais adoré faire? j'aurais adoré être vigneron. J'adore cet univers. Mais en vrai, je sais pas, peut-être comédien. Et donc, quelle profession t'aurais détesté faire? En revanche, si t'avais pas été cuisinier, qu'est-ce que vraiment tu voudrais jamais faire? Ah, il y a plein de boulots de merde. Non, vraiment, le Non, mais boulot tu que vois, tu le peux gars, pas, c'est pas le gars possible. qui range et qui nettoie les chaussures de bowling. Ça, c'est vraiment de la merde. Ça pue, quoi. Tu vois, ça, c'est horrible. Et si le paradis existe, on ne sait pas, mais s'il existe, t'arrives là-haut, les portes du paradis s'ouvrent, qu'est-ce que tu voudrais que Dieu te dise? Que les gueuletons avec ma famille et avec mes amis se sont pas finis et se sont pas arrêtés, qui vont continuer. Eh bien, allez. Oh. Merci pour ce moment, comme dirait Valérie à vous. Trierweiler. Merci, ouais. Merci. J'adore, Valérie. Très chouette. Santat. Santat. Eh, magnifique.